Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Delphine Cochet, vous êtes une toute jeune entrepreneuse ou entrepreneur avec un E comme on dit aujourd'hui. Vous avez 34 ans, 2 enfants, Augustin et Louise, et l'envie de créer. Alors, créer du lien positif et épanouissant entre les jeunes parents avec leurs enfants et aussi avec les entreprises et la société. Dans le fait d'être parent, vous ne voyez pas qu'une somme de questions, non. Vous voyez du plaisir, mais aussi un enjeu social. Vous parlez même de parentalité à 360. Alors, on va y revenir, mais en fait, vous pensez que tout le monde, entreprise comprise, a intérêt à ce que les jeunes parents fassent de bonnes nuits. Je crois que c'est un petit peu ça, déjà, le départ de l'histoire. Alors, on se demande quand même forcément, qu'est-ce qui a poussé une jeune femme qui ne tenait pas forcément, encore une fois, à se faire remarquer, vous me l'avez un petit peu dit, à co-créer une entreprise, citons-la, c'est Ma Bonne Fée, qui vous a d'ailleurs valu, disons-le au passage, d'être la grande gagnante 2019 du concours Aviva. Alors moi, j'ai une petite question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Delphine, quelle mouche vous a piqué ? C'est ma mère qui vous a envoyé les questions. Je ne sais pas. Alors, on parlera peut-être de votre maman, mais dans un second temps, parlez-moi de vous. Alors, on l'a dit, c'est à 30 ans, je crois que vous avez eu envie de vous plonger dans l'entrepreneuriat. C'est bien ça ? En fait, juste pour vous donner un peu le cadre, donc j'ai commencé ma carrière dans une agence de communication et événementiel, et au bout de 4-5 ans, j'en ai pris la direction. Donc c'était en 2012, donc j'avais 27 ans, donc j'étais assez jeune. Donc je dirigeais une équipe de 25 personnes et en fait vraiment d'avoir cette gestion au quotidien d'une entreprise qui n'était pas la mienne, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête et effectivement ce sont mes grossesses qui ont un petit peu accéléré tout ça. Donc quand j'avais 31 ans, où je me suis dit en fait j'ai cette fibre et j'ai envie d'entreprendre et j'ai envie de lancer mon propre projet qui ait du sens aussi. Ça pour le coup c'est emblématique, je pense, de ma génération, de chercher à avoir du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on porte. Et voilà, je me suis lancée. Alors, ça veut dire que pendant la période hantée, c'est-à-dire lorsque vous étiez à la tête ou en tout cas en gestion de cette équipe, dans cette agence de communication, vous aviez des frustrations ? En fait, je me répétais toujours, je me donnais à 100% parce que c'est aussi dans ma personnalité, mais c'est juste que dans ma tête, c'était toujours ce n'est pas ma boîte. Et donc, pourquoi est-ce que je ferais pas la même chose avec la même intensité, mais ce serait ma boîte. Bon, je me fourvoyais peut-être un petit peu sur le fait que ce serait la même chose quand ce serait ma boîte. Ça, maintenant, je le sais. mais à l'origine, je me disais, en fait, j'ai envie que ce soit mon projet. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez en tête bien avant. Je veux dire, quand vous avez fait vos études, vous pouvez nous rappeler quel type d'études ? Alors, moi, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles de commerce. J'étais option scientifique et j'ai intégré une école de commerce qui est l'EM Lyon, qui a quand même une fibre assez entrepreneuriale. Leur ligne, ils parlent des early makers. On est des early makers, donc il y a quand même cette fibre entrepreneuriale. Après, en fait, je pense qu'en y réfléchissant, moi, c'est vraiment plus une question de caractère. C'est plus que j'ai toujours eu tendance, si on reparle de ma maman, elle me décrirait à avoir un côté fonceuse. Et je pense que c'est plus ça qui me caractérise, d'entreprendre plein de choses, des activités quand j'étais plus jeune, de lancer de m'investir et d'entreprendre un peu ma vie. Et c'est ça qui m'a porté, je pense, plus que le côté je monte ma boîte.
Vous voulez être maîtresse de votre destin, on peut dire ça comme ça? Peut-être un peu. En tout cas, j'aime bien challenger un peu tout et pas me reposer sur mes lauriers. C'est vraiment. Mais vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer tout de même, Delphine. Je veux dire, vous avez cette expérience dans cette boîte de communication, ça a duré 4 ans, c'est ça? 10 ans au final. Ah, 10 ans Ouais, au 10 final, ans. d'accord. Ouais. D'accord. Non, je me suis jamais ennuyée. Et justement, c'était aussi ce qui était génial dans cette boîte, qui était du coup une PME, c'était d'avoir dès mon stage, d'avoir la possibilité d'avoir les coups des franches pour. Alors à l'époque, c'était, j'y suis rentrée en 2009. Et à l'époque, par un exemple typique, c'était le tout début quand même des pages Facebook entreprises. Donc tout de suite, j'ai eu envie de lancer une page Facebook. Donc je m'étais un peu auto-formée sur comment. Et à l'époque, on pouvait aussi écrire, coder sa propre page Facebook avec du langage FBML. Donc je m'étais un peu formée pour faire moi-même cette page. Et donc voilà, à chaque fois, j'avais envie de faire des nouvelles choses et j'ai pu les faire. Donc c'est ça qui a fait que je me suis jamais ennuyée. Après, c'est sûr qu'au bout de 5 ans à diriger l'entreprise, il y avait quand même encore plein de choses à faire, puisque juste avant que je reparte, on a refait toute la plateforme de marque, enfin on a réfléchi un nouveau nom, etc. Donc il y avait encore des choses à faire, mais je pense que moi j'avais aussi envie d'aller voir autre chose. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la maternité qui a été le déclic, ou pour vous il y aurait un avant et un après quoi qu'il arrive? De toute façon, ça allait arriver. La maternité, c'est clairement un déclencheur, c'est un catalyseur, on va dire. Et puis, double effet qui se coule, c'est la maternité avec 2 maternités rapprochées. Quand vous êtes dans une petite boîte, même si c'est évidemment aujourd'hui ce que je prône et c'est complètement faisable, mais là, en dirigeant l'entreprise, donc j'ai rallongé pour mon premier congé maternité, j'ai pris 6 mois, et le mois où je suis revenue, j'ai annoncé ma 2e grossesse. Donc, je savais que j'allais repartir et je savais que je voulais faire la même chose parce que je voulais vraiment avoir ces 6 mois pour mes enfants et prendre le temps. Donc, c'est vrai que dans une petite boîte que vous dirigez, être là à peine 6 mois par an, c'est compliqué. C'était déjà une audace, ça, parce que peut-être que tout le monde, ou peut-être en d'autres temps, on se serait pas permis, on n'aurait pas pris ce risque de prolonger son congé maternité, sachant que le retour pouvait être un peu compliqué. J'avoue que ça, c'était aussi une décision. Alors, c'était à la fois lié au fait que j'avais besoin de prendre du recul de toute façon, et puis que j'avais envie de pouvoir mener les deux de front, c'est-à-dire d'avoir vraiment eu un temps pour ma maternité et un temps pour ma carrière. C'est marrant, je repensais à... Parce que là, donc, dans l'idée de réfléchir à mon parcours, quand je me souviens que quand j'étais adolescente, j'avais une idée en tête, c'est que quand je serai plus âgée, l'histoire ne dit pas à quel âge, que j'aurai 4 enfants et une belle carrière. C'était vraiment le truc que j'avais en tête, 4 enfants et une belle carrière. Et je pense que j'ai toujours eu ce côté de me dire que c'est possible et que les deux se combinent et peuvent se concilier. Donc c'est une forme de challenge en fait, ce que vous êtes en train de formuler là. C'est encore une fois un challenge. Voilà, donc là on est à 2 enfants, donc racontez-nous, congé maternité. Petite pause parce que les 4 c'est pas pour tout de suite. Donc 2 enfants, et pendant votre congé maternité, vous avez tout à coup un éclair, une vision, racontez-nous ça. Le mois où j'annonce ma grossesse, je me souviens très bien, donc mon directeur de l'époque était évidemment ravi pour moi, parce que lui, il en avait 8 ou 9 des enfants. Et je crois 2 mois plus tard, j'étais sur un événement et... dans ma douche, parce que je réfléchis tout le temps à plein de trucs dans ma douche, je suis hyper créative, je pense que je me mets un peu en format méditation. Et en fait, j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit, enfin de génie, j'en sais rien, mais je me suis dit, en fait là je vais repartir et je vais repartir 6 mois, parce que je me suis toujours dit que je ferais la même chose pour mes enfants. En fait, ça y est. En fait, je vais pas partir 6 mois et revenir. Je vais préparer mon départ, et ce départ de 6 mois, en fait, ce sera juste un départ qui sera le départ de quelque chose et une nouvelle page qui allait s'écrire. Une forme de tremplin vers autre chose. Alors, vous avez envie d'être entrepreneur. Ça, c'était écrit, vous nous l'avez dit, 4 enfants et entrepreneur. C'était quoi l'idée derrière? Comment vous est-elle venue? Et alors, c'est là où je n'avais pas d'idée. Je savais juste que je voulais monter ma boîte. Je voulais que ce soit dans la tech.
Et comme j'avais pas d'idée, je m'étais dit je chercherais quelqu'un qui a une super idée. Et moi, mes compétences, c'est d'être capable d'être sur plus les fonctions transverses, donc de mener et diriger une boîte. Donc moi, j'apporterais ces compétences-là. Par exemple, un ingénieur qui aurait une super idée, mais pas forcément les compétences pour la développer. Donc ça, c'était mon idée de départ. Quand même, comme vous l'avez dit, avec du sens, comme Oui. On se dit. Ça faisait partie de votre feuille de route également. Ouais. Alors, cette rencontre, elle a lieu de façon un petit peu inopinée ou étonnante. Cette rencontre s'appelle Antoine. Vous nous en dites quelques mots ? C'est bien Antoine. C'est Lucas. Ah, c'est Lucas. C'est Lucas. Ah, bah alors je l'ai rebaptisé. Non. Je trouvais que c'était bien Antoine. Alors, c'est Lucas. Parlez-nous de Lucas. Je me disais Antoine, mince, quitte Antoine. C'est pas grave. Allez, Lucas. Lucas, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est Lucas qui a eu qui est à l'origine de Ma Bonne Fée. Lui, c'est pour des raisons personnelles aussi qu'il a fondé Ma Bonne Fée, qui était à l'origine un réseau pour faire très simple, un réseau de nurses de nuit, donc pour accompagner les parents la nuit autour de la naissance d'un enfant. Et il a eu besoin en fait d'aide parce que il a eu une opportunité de consulting à New York alors que sa femme venait d'accoucher et que leur fille avait 2 semaines et pas de famille, enfin disponible pour accompagner sa femme qui faisait un baby blues, donc il a cherché de l'aide. Il a eu du mal à trouver, il s'est rendu compte que c'était plutôt quelque chose qui était souvent par bouche à oreille. Et ça les a tellement aidés que du coup il s'est dit il y a quelque chose à faire pour créer un réseau et puis un peu sur le modèle d'une marketplace montrer tous ces profils de professionnels diplômés qui travaillent en maternité et qui peuvent aussi avoir un complément de revenus. Donc il a créé ce réseau, il est très rapidement passé sur une émission très connue sur la 5. Vous pouvez la citer, Delphine. La Maison des Maternelles, la référence de la parentalité. Voilà, que j'ai vu naître, mais qui s'appelait à l'époque Les Maternelles. Je ferme la parenthèse. Moi, j'ai vécu avec la Maison des Maternelles pendant 2 fois 6 mois. et donc, dans ce contexte, je l'ai vu passer à l'émission. Donc, comme j'étais avec mes 2 enfants en bas âge, mon mari qui commençait son nouveau travail, où il commençait à partir en déplacement et que j'étais un peu fatiguée, en fait, mes beaux-parents nous ont offert 2-3 nuits au tout début. Et donc, ça nous a vraiment beaucoup aidés. Donc, en fait, vous avez testé la solution proposée par Lucas, c'est ça ? C'est vous qui en avez parlé à vos beaux-parents ? Comment ils ont eu l'information ? J'en ai parlé à mon mari, qui en a parlé à ses parents. D'accord. J'ai dit, ce serait bien qu'on ait de l'aide. Et voilà, après, c'était très ponctuel, mais déjà, ça nous avait bien aidés. Et puis, donc, le jour où j'ai décidé de me lancer dans mon projet, donc je n'avais pas d'idée, je ne savais pas ce que j'allais faire. Le premier jour, je m'en souviens très bien, j'ai ouvert mon ordi et puis quand vous savez pas par quoi chercher, vous tapez sur Google projet startup cherche associé. Et là, j'ai atterri sur un site internet, Businessful, qui répertorie des projets. Et Lucas avait répertorié Ma Bonne Fée dessus. Je sais pas comment j'ai atterri sur sa page, quelle recherche j'ai faite. Et quand j'ai vu Ma Bonne Fée, je me suis dit, mais j'adore. Du coup, je lui ai écrit un mail dans la foulée. L'après-midi, on s'est appelé. Et la semaine d'après, j'étais à 200% dedans. Un conte de fées. Sans jeu de mots, c'est assez... c'est ce que Lucas appelle souvent le karma. C'est les choses où... Donc, dans ma recherche, c'est à la fois frustrant et génial. C'est que j'ai jamais écrit de mail à plein de gens, rencontré plein de gens en amont pour savoir dans quoi j'allais me lancer, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai pas eu l'occasion, alors peut-être que c'est un mal pour un bien, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, savoir... Vous aviez déjà une expérience de l'entreprise ? J'avais l'expérience de l'entreprise, mais le côté entrepreneuriat, c'est quand même vraiment différent. Enfin, je l'ai découvert, être entrepreneur, et pour le coup, je devrais pas avoir à dire ça, mais être entrepreneur et avec des enfants en bas âge, être entrepreneureux et avec des enfants en bas âge. Et défendre la cause des parents qui ont eux-mêmes des enfants en bas âge, non seulement pour eux et on va en parler évidemment de ce qui peut se passer en lien avec l'entreprise, c'est quand même sacrément audacieux. C'est un peu une bataille de tous les jours. Vous allez nous en parler. Alors, comment a évolué ce concept de ce projet d'entreprise ? Alors, donc, au départ, on était vraiment ce qu'on appelle B2C, Business to Customer, donc avec les parents en direct. On a très rapidement développé une application qui fonctionne toujours, sur laquelle on peut regarder autour de chez soi et réserver de l'aide en direct. Donc, on a vraiment fluidifié cet accès à des professionnels.
On a aussi tout un système, on met à disposition des tutoriels pour justement embaucher, pour toutes les règles, parce que l'administratif, quand vous rentrez là-dedans, c'est d'une complexité sans nom. Donc voilà, mais très rapidement, en fait, on a été sollicité par des entreprises, par des mutuelles aussi, qui souhaitaient utiliser nos services et offrir nos services dans le cas de cadeaux de naissance pour leurs collaborateurs, dans le cas pour des assurés, dans des prestations de mutuelles, d'assistance pour des assurés. Et ça, plus le fait que quand vous êtes entrepreneur, il faut quand même trouver un modèle économique viable et pérenne, on s'est rapidement tourné vers le B2B, donc business to business, donc vers les entreprises. Et cette offre-là, elle date, on l'a développée en 2019. Donc c'est tout frais, ça fait une petite année en fait. Même pas, ça fait, on va dire 8 mois. D'accord. Et depuis le départ, on a des très bons retours. Donc vous démarchez les entreprises, vous avez dit qu'elles étaient venues vers vous assez spontanément au début, c'est ça ? Ouais, au début oui, même toujours aujourd'hui, on a des très belles entreprises qui nous contactent directement. On a aussi les deux côtés, on fait aussi de la prospection, des réseaux. Et alors sur le recrutement de ces personnes qui peuvent venir en aide, je reviens un petit peu à la case précédente, comment vous y prenez ? J'imagine que les parents ont besoin de garanties. Ouais, ça on avait créé tout un process parce que l'idée c'est aussi quand vous entreprenez, on a toute une partie un peu digitale, donc on a créé un process très structuré sur la sélection des profils, avec une sélection par les CV automatiques, ensuite par des questionnaires, il y a plusieurs étapes, ensuite un entretien téléphonique avec notre puéricultrice qui avait vraiment créé tout des scénarios de mise en situation, et puis qui se terminait par un entretien physique ou visio. Pour sélectionner les profils, donc avec 2 ans d'expérience minimum en maternité, en urgence pédiatrique et des diplômes. C'est déjà une belle trajectoire, on peut le dire comme ça. Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est une petite dizaine. D'accord. Et vous êtes dans Paris ? On est dans Paris, oui. Nos locaux, on est hébergé chez Willa, qui est c'est le premier accélérateur de mixité dans la tech, donc qui soutient l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Entrepreneuriat féminin, ça veut dire aussi que dans votre démarche, il y a quand même un petit peu l'idée de défendre la position de la femme au travail ou pas ? La question de la parité, par exemple, un petit peu beaucoup. En fait, je pense que c'était pas du tout dans mon idée de départ. C'est juste que à rencontrer des DRH, à rencontrer des entreprises et rencontrer des parents qui travaillaient. En fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet, que aujourd'hui, pour une femme sur 2, l'événement le plus marquant de sa carrière, c'est l'arrivée d'un enfant. Que dans 9 cas sur 10, en cas de défaut du mode de garde, c'est la femme qui se sacrifie. Pas forcément par choix, mais parce que c'est comme ça. Et enfin voilà, je pourrais accumuler les chiffres et qui ont commencé à me titiller. Je savais pas du tout que j'étais féministe, loin de là. Et en fait, je me suis découverte une envie, une passion pour laisser le choix. Encore une fois, c'est pas de dire qu'on peut pas être mère ou même père au foyer. C'est de dire qu'on doit pouvoir avoir le choix et que c'est pas à la société et aux sociétés de choisir pour nous. Les DRH que vous rencontrez, quel est le discours tenu ? Qu'est-ce que vous sentez dans l'air du temps de l'entreprise d'aujourd'hui ? En fait, je vais vous dire que je rencontre autant de types de DRH qu'il y a de personnalités et de types d'entreprises, donc c'est assez compliqué de faire des généralités. Ce que je peux juste dire, c'est que je rencontre à la fois... Alors, on va dire que ceux que je rencontre, c'est que déjà, par définition, ils ont une sensibilité particulière. Ou en tout cas, même s'ils l'ont pas, en tout cas, ils sont en train de se poser la question. Donc déjà, j'ai déjà eu affaire dans le cadre de prospection à des gens qui me disent non, mais la parentalité chez nous, c'est pas un sujet. Non, il n'y a jamais d'absence liée à la parentalité. Bon, ok, très bien. Pour eux, voilà. Mais globalement, j'ai rencontré des entreprises industrielles, tout ce qui est de plus masculine, ancienne, et qui ont une vraie démarche profonde, qui commence par le management de transformation, et qui arrivent dans ce cheminement-là sur tous les sujets de qualité de vie au travail, de conciliation des temps de vie. Et en fait... que j'admire parce que qui savent se réinventer alors que elles ont beaucoup plus de choses à transformer que de beaucoup de startups que je rencontre aussi, parce que pour eux c'est beaucoup plus évident et plus simple entre guillemets à mettre en place un peu dès le départ. Et donc j'ai essayé dans les faits, c'est pas si évident que ça. C'est ça que vous voulez dire ?
Et dans les faits, c'est pas si évident parce qu'on est quand même sur, même si la parentalité en entreprise n'est plus tant que ça un tabou, ça le reste quand même encore un peu. Et j'ai souvent tendance à dire que on est encore dans cette phase d'évangélisation. Donc ceux que je rencontre, j'ai quand même une certaine culture et transformation à faire. Un petit peu de travail à faire auprès d'eux. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme solution aux entreprises, justement pour faciliter la parentalité? Concrètement, on a développé une plateforme sur laquelle les collaborateurs peuvent se connecter. Ils ont, alors outre des informations RH, c'est-à-dire à quoi j'ai droit en cas d'enfant, en cas d'adoption, en cas d'enfant malade, enfin voilà, un petit peu toutes les questions qu'ils peuvent avoir d'habitude pour les RH. Là, on simplifie le travail en mettant à disposition toutes les informations sur la plateforme. Vous avez aussi tous les documents administratifs dont vous pouvez avoir besoin. Donc, je déclare ma grossesse, je déclare une naissance. Voilà, c'est plutôt que de devoir vous débrouiller tout seul. On met à disposition ces documents-là, donc en fonction de l'entreprise, évidemment. Et puis, on a surtout développé du contenu, ce qu'on appelle le wiki parent, avec des informations pertinentes qu'on est en train de développer pour qu'il y ait cette notion de contenu intelligent, c'est-à-dire que je vais pas vous mettre en avant des informations qui vous intéressent pas. Je vais vous mettre en fonction de vous, votre profil, l'âge de vos enfants, les sujets d'intérêt, etc. Vous faites fonctionner les algorithmes. Exactement. Et puis surtout, il y a un live chat avec une puéricultrice qui est disponible pour répondre à toutes les questions du quotidien. Ça va être le mode de garde, l'administratif, mais ça peut aussi être des questions du quotidien avec des enfants plus âgés, autour de l'adolescence, les sujets d'éducation, d'éveil. Et puis, à partir de cette plateforme, on rajoute des services en fonction de l'entreprise. Donc, il y a tout un pan qui est un peu ce qui existe depuis une dizaine d'années dans les entreprises sur le thème de la parentalité, c'est les places en crèche. Donc, on est capable de réserver des places en crèche privées pour les collaborateurs dans tous les réseaux. Donc, on n'a pas de crèche, mais on réserve des places en crèche privées. On a un autre pan qui est grâce au réseau qu'on avait à l'origine, qu'on a développé à domicile, donc des experts qui peuvent venir, des puéricultrices qui viennent en cas d'enfant malade, en cas d'imprévu, en cas de déplacement professionnel ou de réunion tardive. Et puis, on a tout un pan d'experts en ligne, donc psychologues, nutritionnistes, sophrologues, qui peuvent répondre à des points plus spécifiques parentalité. On l'a compris, là, vous couvrez d'une certaine façon le secteur privé. Est-ce que vous travaillez avec des villes? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que ça le sera? J'aimerais bien que ce soit un sujet. C'est marrant parce que je rencontre la semaine prochaine le cabinet d'Adrien Taquet, qui est responsable du programme des 1000 jours, qui est intimement lié aussi à la consultation qui a été lancée en décembre par Bruno Le Maire et Marlène Schiappa sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc là, ils sont en train d'éplucher les résultats et les deux éléments qui sont ressortis sur là où il y avait du travail pour cette égalité professionnelle, c'est au-delà de la question des salaires, c'est la parentalité. Donc en fait, on est dans cet agrégat où le public doit faire des choses, mais en réalité, c'est le privé qui doit mener qui doit être un peu l'aiguillon parce que le public aujourd'hui n'a pas forcément les moyens. Mais moi, je sais que c'est des choses dans lesquelles, dans mes valeurs, non, j'ai pas envie que mes services soient uniquement pour les entreprises, entre guillemets, qui ont les moyens de payer ça pour leurs collaborateurs. On a tous les jours des questions de freelance qui ont besoin d'avoir une place en crèche aujourd'hui, qui n'ont pas d'avantages fiscaux sur la réservation de places en crèche. Donc, il y a aussi des choses à faire. Quels sont alors vous avez parlé d'avantages fiscaux, mais les motivations, alors j'imagine qu'elles sont aussi diverses qu'il y a d'entreprises, mais par exemple, fidéliser les jeunes salariés, les parents, est-ce que ça fait partie des motivations qui sous-tendent les appels ou le fait qu'on vous appelle? Très clairement, la diminution du turnover aujourd'hui, on est dans ce qu'ils appellent une guerre des talents, et même pas que des ressources humaines et clairement quand vous facilitez la conciliation des temps de vie, quand vous mettez en place des dispositifs qui donnent un cadre agréable et une qualité de vie au travail, en fait vous réfléchissez à 2 fois avant de quitter cette entreprise. Après,
c'est vrai que ça va avec des questions même plus globales. Donc moi, ce que je dis tout le temps, c'est que il suffit pas de mettre en place une politique parentalité. Ça s'accompagne de toute façon d'un certain management, encore une fois, et de politique plus globale de la manière d'attirer les talents et dans la question de la marque employeur. Mais clairement, nous, on va dire que les grandes raisons pour lesquels on nous contacte, c'est tout ce qui est autour de la marque employeur, donc attirer et retenir les talents. C'est autour des sujets d'égalité professionnelle femmes-hommes, parce qu'on rentre aussi en ce moment, il y a beaucoup d'accords qui sont signés avec les CSE sur toutes les questions il y a des accords obligatoires pour les entreprises. CSE, c'est les délégués syndicaux. Donc c'est les obligations légales que vous devez mettre en place à partir du moment où vous avez 50 salariés. Et là-dessus, on est aussi... j'ai perdu le fil. Vous êtes toujours très très au point sur tout, donc c'est pas grave. On sent une petite brèche, c'est bien, ça fait du bien à tout le monde, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez sans vous arrêter, vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Moi, j'ai une question quand même qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez le sentiment d'être emblématique de votre génération ? Est-ce que pour vous, les valeurs que vous avez alignées, vous m'avez parlé de féminisme, que vous avez découvert d'une certaine façon, mais une vraie nécessité, si j'ai bien compris votre propos. Est-ce que vous avez le sentiment de ressembler à vos copines, si je puis dire ça comme ça ? C'est une question un petit peu difficile parce que je dirais que oui, parce qu'on ressemble aux gens avec qui on est souvent. Mais par les parents que vous touchez, par exemple. Alors oui, ce sont des parents qui recourent à un service privé, donc il y a déjà un tri. Mais est-ce que vous reconnaissez dans les demandes qui sont faites, dans les attentes des personnes qui vous sollicitent ? Pour le coup, que ce soit les collaborateurs ou les parents en direct, mais on a de tous les profils possibles. On a des employés, des ouvriers d'usine jusqu'à des grands patrons, grands dirigeants. Donc là-dessus, on a vraiment tous les profils. Après, sur la question de est-ce que je ressemble à mes copines dans ce que je fais emblématiquement, je pense que oui, encore une fois, sur la question de la quête de sens. J'en parlais justement à midi avec une amie qui est un peu en burn-out et qui me dit mais en fait tout ce que je fais, je n'arrive pas à trouver le sens aujourd'hui, qui a 40 ans, qui se dit je suis en train de passer ma vie au travail et mes enfants, je le vois, ça se ressent. On se pose plein de questions avec mon mari. Clairement, il y a un vrai sujet sur les générations. Alors moi, je rentre même malgré, je suis peut-être dans les débuts, mais je rentre quand même dans la génération millennials. Et ouais, je pense que je suis quand même emblématique dans la recherche de sens. Après, dans le côté entrepreneuriat. Pas de manière si évidente. Dans mon entourage, en tout cas, des femmes entrepreneurs, j'en avais pas. J'ai des amis, des copains entrepreneurs, ça j'en avais beaucoup, mais des amis proches entrepreneurs, non. Maintenant, j'en ai parce qu'il y a une certaine, ce qu'on appelle la sororité, et on s'attire entre guillemets. Et puis je peux leur parler de choses et on peut que seules elles comprennent. C'est sûr que c'est quand même pas la même chose, l'entrepreneuriat, le salariat ou même le freelance. Alors vous êtes entrepreneur, donc ça veut dire que vous avez une équipe, donc des salariés. Quelles sont vos valeurs vis-à-vis d'eux ? Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un petit peu aligné, je dirais, par rapport à un idéal, votre idéal ? Alors, ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est que là aujourd'hui, je construis l'entreprise de la manière dont je veux la construire. C'est-à-dire que je décide, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il n'y a pas longtemps, on a parlé du Parental Act. Donc, c'est d'ailleurs une des mesures prises par le privé avant même le public, c'est le congé du deuxième parent, un congé parental du deuxième parent qui est financé à 100%, un minimum 1 mois. Donc là, ma bonne fée, on est signataire là-dessus. Et ça, c'est avec mon associé, je lui dis on est d'accord qu'on le met en place évidemment, et en 2 secondes évidemment qu'on le met en place. Ça aurait été compliqué de pas le mettre en place, non ? Ah non, alors évidemment ça aurait été compliqué, mais je veux dire que c'est justement en fait c'est aussi ce que je trouve génial, c'est de pouvoir mettre en place déjà ce qu'on prône,
Et ce qui est pas toujours le cas dans les entreprises. Ce qui n'est pas forcément évident non plus. Et ce qui est pas toujours évident. Et deux, de le faire de la manière qu'on a envie de le faire. Alors après, comment on est avec les équipes, ce qui est sûr, c'est que, alors évidemment, on en a parlé tout à l'heure des termes de bienveillance. Moi, je pense que c'est ancré dans qui je suis aussi, de la manière dont j'ai été éduquée. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai des valeurs très fortes. La transparence, on en avait parlé aussi. Après, quand on est dans les débuts de la construction, je le vois au quotidien, ça reste, c'est pas que ça reste difficile, mais vous avez tout à construire et parfois c'est plus difficile, je trouve, enfin en tout cas j'y suis pas encore, mais de construire un peu tout au fur et à mesure que quand c'est bien établi et que ça, il y a des process et que ça suit son cours. Alors je vais vous poser une question terrible. Vos marqueurs de réussite. C'est quoi? Je veux dire, là, aujourd'hui, vous avez fait un petit bout de chemin. Je vous fais souffrir, hein, Delphine, mais un peu, là. En même temps, vous allez être très inspirante pour d'autres femmes. Je le dis avec beaucoup de malice, mais c'est quand même un petit peu le but de ces audacieuses, c'est effectivement de faire venir au micro des femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, pour être le plus inspirante possible. Bon, j'aime bien évidemment tous vos propos, et je trouve que c'est sympa aussi d'avoir une image de ce qu'est la femme de 30 ans aujourd'hui en France, hein, que vous représentez quand même beaucoup. Donc, les marqueurs de réussite, on a parlé de valeurs, ok, on a entendu. Vous avez envie de la réussir, cette entreprise. Donc, dans 5 ans, elle pourrait ressembler à quoi, par exemple? Dans 5 ans, mon entreprise, j'aimerais avoir une base solide, évidemment une entreprise rentable. Alors, si je réfléchis à un idéal, on serait une 50aine parce que j'aime bien le côté PME. En fait, c'est marrant parce que quand je réfléchis aux marqueurs de réussite, je réfléchis pas à l'entreprise en elle-même, je réfléchis plus à la mission qu'on porte spontanément. Du coup, j'ai envie de dire qu'on ait réussi à cette évangélisation, et en fait, ce serait prouver que ce sur quoi on avançait de manière un petit peu avant-gardiste, en fait, qu'on a fait nos preuves et que ça a fonctionné et qu'on a été un peu pionnier dessus. Donc, je pense que c'est ça derrière que j'aimerais, et de convaincre des dizaines, voire des centaines d'entreprises. Ça, c'est le côté pro, en tout cas. Maintenant, je vais vous poser une question encore plus difficile. Attention, c'est celle tout simplement de vos propres enfants, puisque en fait, vous travaillez à la facilitation de la vie de parents des autres. Comment ça se passe chez vous? Dites-moi tout, allez. Il paraît que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, je plaisante. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour poser le cadre, mes enfants, donc ils ont aujourd'hui 3 ans et 2 ans. Mon entreprise, elle a 2 ans. Donc déjà, ça vous donne un peu. Donc j'ai commencé quand Augustin avait 20 mois et Louise 4 mois. Au même moment, mon mari changeait de job et prenait son métier. Il part en déplacement au minimum 1 semaine par mois, voire 2. Donc déjà dans ce cadre-là, c'est chaud, si je puis me permettre. Voilà. Hein. Donc on va résumer sur le fait que les 2 dernières années n'ont pas été forcément très faciles. Mais je pense que justement c'est là où en fait les deux sont intimement liés. C'est que son entreprise à lui, qui est une très grosse entreprise du CAC 40, elle, pour moi, c'est évident qu'elle doit, quand mon mari est envoyé en déplacement au moins 1 à 2 semaines par mois, ça veut dire que son rôle, cette entreprise, c'est aussi de faciliter le fait que moi, conjointe, je travaille, qu'en plus je suis entrepreneur, mais ça c'est accessoire, je travaille, et donc il nous facilite. Donc ça, c'était une des choses où je l'ai un peu forcé à aller voir son entreprise et à dire, moi c'est compliqué, donc il faut que vous nous aidiez, au moins financièrement, sur la prise en charge, d'avoir de l'aide à domicile, etc. Donc ça, c'était un peu une première bataille personnelle pour qu'on ait cette aide-là. Qui a été entendue, reçue de quelle façon? Qui a été entendue. D'accord. Donc financièrement, il nous aide dès qu'il s'en va. Ils vous ont pas demandé de travailler directement pour eux, par exemple? C'est pas encore. Ça va venir, donc c'est bien, il y a de l'espoir. Je sais pas, mais en tout cas indirectement, oui. D'accord. Et donc voilà. Alors vos enfants, ils sont gardés comment? Comment ça se passe chez vous concrètement? Ah ouais, mais alors si je rajoute toute l'histoire, ils étaient gardés. Une grande ligne. Ouais, ils étaient gardés par une. Alors on a déménagé, donc Augustin avait commencé en crèche. On a déménagé, donc plus de place en crèche à l'époque. Et à l'époque, on n'était pas encore sur la partie place en crèche avec ma bonne fée au tout début. Donc on avait une nounou
qui était génial, qui l'est toujours d'ailleurs, mais il s'avère, et c'est génial pour elle, qu'elle est tombée enceinte. Mais quand vous êtes particulier employeur et que votre nounou est enceinte en milieu d'année, ça vous met dans une situation assez inconfortable, puisque vous n'avez plus de moyens de garde. En plus, j'avais 2 enfants en bas âge, donc très tôt, elle a été arrêtée. Donc, j'ai fait des pieds et des mains auprès de la mairie, pour avoir à l'époque... Donc, vous avez expérimenté déjà 3 modes de garde différents. Voilà, en gros, exactement. Donc, vous êtes bien positionné pour savoir quel service vous avez à rendre, si je puis dire, en tout cas participer à rendre à d'autres parents comme vous. Et puis, ça m'est arrivé d'avoir des défauts de mode de garde, donc la crèche qui ferme, mes enfants qui sont malades, et donc moi-même de me dire je fais appel à de l'aide extérieure parce que accessoirement j'ai pas de famille proche en région parisienne, nos parents et beaux-parents sont en région, donc j'ai pas cette aide. Vous ne pouvez pas bénéficier de ce soutien-là. Voilà. D'accord. Comme pas mal de parents, peut-être que vous croisez dans vos échanges, qui se retrouvent peut-être un peu parfois seuls à Paris, si c'est Paris. Ouais. Alors ça, de toute façon, c'est un des constats de notre société, des évolutions qu'il y a eu, c'est que on ne vit plus autant près de ses parents, beaux-parents, enfin grands-parents. Clairement, il y a une scission par rapport à si je réfléchis même rien qu'à mes parents, les grands-parents. Et en plus, on a des schémas familiaux qui sont complètement différents. Vous avez de plus en plus de familles monoparentales, donc ça rend la tâche encore plus complexe. Donc clairement, il y a un vrai sujet autour du mode de garde, mais c'est de toute façon le premier sujet dans la parentalité et pour pouvoir travailler. Et c'est aussi ce qui fait que vous avez un taux d'absentéisme assez élevé dans les entreprises lié à la parentalité. Et notamment sur un exemple très concret, sur des types de profils. Alors dans la santé, par exemple, vous avez beaucoup de profils féminins sur des métiers moins bien payés, dans lesquels ça leur coûte moins cher d'être absentes. Elles ne peuvent pas se permettre de payer un mode de garde pour être au bureau, alors qu'elles vont, pour être à l'hôpital ou ailleurs, alors qu'elles vont moins gagner leur vie. Ça, c'est un non-sens, on est bien d'accord. C'est quelque chose qui semble être une énormité lorsque vous rencontrez des politiques. Est-ce que vous arrivez à avancer un petit peu ces éléments-là? Est-ce que ça fait partie d'une discussion qu'on peut avoir? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, alors je suis toute nouvelle, et je suis pas très politique. C'est peut-être que je représente un peu ma génération aussi. Je préfère, en tout cas, politique de manière très floue. C'est pas mon truc, mais en revanche, très concrètement, s'engager auprès des mairies, etc. Ouais, c'est une des idées que j'ai, et de même là aujourd'hui d'avoir des rendez-vous au ministère de l'économie ou la semaine prochaine ministère de la santé. C'est aussi moi voir de quelle manière leur dire moi je suis très volontaire et je suis sur tous ces sujets. Donc de quelle manière je peux apporter quelque chose et qu'est-ce que je peux faire pour m'engager dessus, au-delà de mon entreprise, mais vraiment aussi personnellement. Quand votre entreprise comptera encore plus de salariés, que vous serez bien développé, est-ce que vous serez toujours une entreprise parisienne? C'est probable que non. Enfin, par choix ou par obligation? En fait, je pense que Lucas et moi, mais même lui qui est parisien pur souche à l'origine, même s'il est franco-américain, mais il a quand même grandi à Paris, il le voit avec des enfants. C'est vrai qu'on a tout de suite envie de verdure, de nature. Moi, là, je le dis souvent à mon mari que j'ai envie d'aller en région. Et en revanche, j'envisage complètement que moi, de vivre en région et que la structure soit à Paris et d'avoir vraiment un mode de fonctionnement avec du home office, etc. Et même la manière dont je vais embaucher les salariés, pour moi, c'est pas un sujet s'ils habitent dans une autre ville. Après, tout dépend des métiers, mais vraiment, c'est le travail à distance. C'est notre, c'est ancré dans notre fonctionnement. Il est vrai, quand on travaille dans la tech, on peut dire ça comme ça, vous avez un outil qui permet effectivement l'éloignement, le partage, donc une certaine forme de facilitation de la vie. J'ai une dernière question, et vous allez voir, elle est extrêmement simple. C'est comment vous ressourcez-vous? C'est quoi vos temps de détente? Alors, 2 petits-enfants très prenants, j'imagine qu'ils vous accaparent beaucoup et qu'ils sont forcément délicieux, mais qu'à certains moments, on a aussi besoin de faire ouf. Alors, est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous trouvez le temps? J'avoue encore une fois que sur les 2 dernières années, ça a été un peu compliqué.
Mais je veux trouver le temps et j'en ai besoin de toute façon. J'en ai besoin, ils en ont besoin, enfin on en a tous besoin, le couple, la famille, ma boîte. Clairement, quand je suis trop à fond et épuisée, je suis pas efficace. Travailler le week-end ? Je travaille la nuit, le soir, les week-ends, pendant les siestes. Une entrepreneuse, il n'y a pas de problème, ouais. Mais je vais vous dire, la semaine dernière, sur un coup de tête, donc mon mari est en déplacement au Mexique cette semaine, et donc il y a même pas un mois, sur un coup de tête, on s'est dit, en fait, je vais venir, je vais te rejoindre. Tu vas partir plus tôt au Mexique. Tu vas demander à ce que les billets ils soient décalés et en fait, on se fait une semaine avant juste tous les deux et ensuite, j'assume la semaine. Et alors, qui garde les enfants pendant ce temps-là ? Et c'était les vacances scolaires, donc ils sont allés chez les grands-parents dans le Nord. Alors, Delphine, moi, je suis ravie de vous avoir accueilli à ce micro des Audacieuses parce que vous auriez pu nous raconter que tout est rose et tout est bleu. Je veux dire, ça aurait été de bon ton avec notre sujet, mais c'est pas le cas. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans votre témoignage, c'est que vous vous livrez vraiment, mais sans faux semblant, les joies et aussi les difficultés et les peines d'une jeune entrepreneuse qui a 2 petits-enfants. Merci infiniment. Peut-être avant, vous avez encore quelque chose à dire ou pour compléter ? Non, vous avez bien résumé. L'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille, mais ça reste une expérience extraordinaire. En tout cas, j'espère qu'elle sera source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes comme vous, ou plus âgées, pourquoi pas. Et qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Et voilà. Donc, on vous contacte comment ? Petit détail pratique. Alors, soit par mail, d-comme-delphine.cochet@mabonnefée.com ou sur LinkedIn. Je suis assez réactive sur LinkedIn. Alors, on retrouvera ça aussi tout ça sur notre plateforme. Je vous souhaite une jolie route avec plein de soleil et puis plein de réussite au bout. Merci beaucoup Delphine d'avoir partagé ce temps avec nous. À bientôt. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.